tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Pasizo ntamazatuka bangaka bafuiririzo. Pasizo ntamazatuka batata bafuiririzo. Pasizo ntamazatuka na beto bala tujiza bwana. Pasizo ntamazatuka na beto bala tujiza bwana. Bonjour mes chers doyens, les patriarches, Dr Alex Zabanawa Ibaka et Victor Matondo. Alors nous avons donc fait cette première partie de notre émission et là aujourd'hui nous entamons la deuxième partie. Donc je sais que beaucoup des auditeurs et auditrices nous ont fait la remarque parce que l'émission a été coupée. Effectivement, c'est indépendamment de notre volonté parce qu'il fallait bien qu'on se limite à 1 heure. Bon, voilà. Que vous allez donc intervenir chacun par rapport à ce qu'on s'est dit la dernière fois. Donc, vous allez continuer puisque c'est cette deuxième partie. Donc, alors, maintenant, je vous demande... Je donne la parole d'abord au doyen Dr Alex pour continuer son récit. Merci bien, Maître Massembo Tchassé, de votre disponibilité à porter la vérité sur l'histoire de notre pays et en ce qui nous concerne, sur l'étape, la période du 22 février et ses conséquences. Donc, la dernière fois, en faisant le résumé, nous avons précisé que Diawara Ikoko et leurs compagnons avaient été livrés vivants, les mains et les pieds liés aux autorités de Brazzaville et avaient été assassinés et conduits à Maïtoukou, où le Bimitri avait organisé des tirs par les militaires toute la nuit dans la zone de Maïtoukou pour faire croire aux populations qu'il y avait eu de combats et que Diawara Ikoko et leurs compagnons y seraient morts. Doyen. Bon, non, je pense que je voulais revenir sur le récit que tu faisais, l'évolution justement de Ange Diawara, parce que nous étions de cette période où il y avait le Biafra, Oui. On s'est arrêté au Biafra, les événements de Biafra, parce que là, nous ne sommes pas encore à l'action de Diawara au sein donc
du MNR et en plus du PCT, parce il est l'un des cofondateurs du PCT. Oui, mais... Donc, voilà. Donc, c'est cette période, parce que là, nous allons plutôt terminer par cette période avant, justement, d'attaquer l'autocritique du M22. Donc, c'est un peu pour resituer le débat par rapport à la première Ange Diawara, lorsqu'il était le chef de la défense civile. Et ensuite, on est passé au conflit de Biafra, où tu as précisé qu'à Biafra, il n'y a pas eu de mort. Oui, mais merci bien pour me repréciser. Et effectivement, à la veille du 31 juillet, les forces, les jeunes de la jeunesse de la GMNR et défense civile étaient dans une situation conflictuelle, vu les pressions que faisaient et les militaires dits progressistes du Nord sur les éléments de la GMNR, défense civile, ayant une appartenance à la partie nord du pays, qui ont eu à rallier les militaires en quittant les camps de la défense civile pour rejoindre les camps de l'armée néocoloniale. Et de l'autre côté, les forces dirigées par Mabouaka et Castro avaient aussi retiré des armes du camp de la météo ainsi que celles du ministère de l'Intérieur pour les extirper en dehors de Brazzaville, dans le sud, afin d'une probable riposte au cas où. Donc c'est dans cette configuration que les militaires croyant, voulant attaquer le camp météo, mais comme le camp météo était déjà dans l'impossibilité de pouvoir affronter et les militaires et le groupe de Mabouaka et Castro, effectivement, il n'y a pas eu de combat. Et comme les militaires étaient déjà organisés en un corps, ils ont donc pris le dessus, ce qui a fait que la défense civile est restée neutre. Et à la prépondérance de l'armée néocoloniale, ceux qui dirigeaient la GMNR défense civile, donc Diawara, Ikoko, Matumpa, et Camille Bongo, et Ndebe Maxime, les Nzambila et autres ont été intégrés dans l'armée dite néocoloniale. Diawara avec le grade de lieutenant et les autres avec le grade de sous-lieutenant. Voilà les vocations qu'il faut préciser parce qu'il y a tellement un flou dans les propos, les écrits des vainqueurs qu'ils ont fait circuler que l'armée avait battu la défense civile. Mais il faut se rappeler, lorsqu'il y a eu le premier coup d'État de Ngouabi,
l'armée était incapable de riposter à la puissance de feu de la défense civile gémenaire lorsque celle-ci était unie. Donc, c'est cette action qui a conduit à la dislocation des forces de la défense civile que les militaires ont pu prendre le dessus face à la neutralité des dirigeants de la défense civile parce qu'ils ne voulaient pas combattre ni les militaires parce que certains de leurs anciens éléments les avaient intégrés, ni le groupe de Castro et Mabouaka parce que c'était des anciens de la défense civile. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu l'intégration de certains dirigeants qui étaient d'accord pour intégrer l'armée. Continue là. Maintenant, après l'intégration, effectivement, il y a une partie de la jeunesse défense civile qui pensait que ce n'était pas la bonne analyse, que ce n'était pas aux éléments de la défense civile d'intégrer l'armée coloniale, mais c'était le contraire. Il fallait faire un tri des officiers progressistes qui devaient, avec les éléments de la défense civile, former une nouvelle armée. Et c'est ce qui a conduit que, avec l'intégration des éléments de la défense civile, on a eu à appeler la nouvelle armée, armée populaire nationale. Et lorsque il y a eu l'intégration, la première mesure... L'intégration a eu lieu, s'il te plaît, docteur. L'intégration a eu lieu quand? Parce que je pense que l'intégration, c'est en 68. L'intégration a eu lieu après la victoire des militaires. Oui. Donc, après la victoire des militaires, donc c'était en 68. En 68, oui. L'intégration a eu lieu. Mais en fait, l'armée populaire a été instituée, la peine a été instituée en 66. C'est ça le problème. En 66, hein? Oui, oui, c'est en 66. Non. Non, c'est en 66 parce que j'ai un document sur l'armée populaire, justement, je le montre, excusez-moi. Voilà, j'ai un document sur l'armée populaire nationale. Voilà, ce document-là, je pense que vous le voyez à l'antenne. C'est un document. C'est là où, justement, on parle d'abord de la naissance de l'armée congolaise par Fulbert Youlou. Hein. C'est pour l'aspect historique. Hein. Bon. Là, je vous montre même, je vous montre Fulbert Youlou quand il fait la revue de tout. Je pense que vous voyez bien. La création de l'armée populaire nationale, naissance de la paix, le 22 juin 1966. L'Assemblée nationale adopte la loi numéro 11/66 créant l'armée populaire nationale, anciennement appelée Forces armées congolaises. Bon, le capitaine Ngouabi et le commandant Alphonse Madiala représentent l'armée à cette session. Voilà ce qui est écrit, parce que c'est un document historique que j'ai, qui montre tout ça. Oui, mais ça c'est d'un point de vue administratif. Oui. Puisque ouais, l'institution a été créée en 66, mais c'est avec l'intégration. Je comprends bien, c'est-à-dire qu'au départ, il y a eu donc la création, le texte pris à l'Assemblée nationale, et parce que le corps de la défense civile
est née, si tu veux, c'est la force armée de la GMNR, de la jeunesse du mouvement national de la révolution. Donc c'était tout à fait normal. Maintenant, ce que tu dis est vrai, l'intégration a eu lieu, euh, matériellement et pratiquement, pour ne pas dire physiquement, après le conflit de Biafra, ce qu'on appelait Biafra. Voilà. Donc, d'un point de vue des textes, il a été créé en 66. Mais c'est lorsque les éléments avancés de la défense civile ont intégré l'armée qu'elle est devenue populaire. Parce que la première décision que les militaires qui avaient fait irruption au pouvoir politique avaient prise, c'était la dissolution de la défense civile. Lorsqu'on a dissous la défense civile pour ne plus revenir aux antagonismes qui existaient entre l'armée et la défense civile, la deuxième était la dissolution de la GMNR. On a dissous la GMNR. Et ensuite, on a dissous le syndicat que dirigeait Paul Bantou pour mettre Anatole Kondo au syndicat. Et après, on a instrumentalisé l'Union révolutionnaire des femmes congolaises pour en faire des mousiki, si on fait dire, de soutien au pouvoir militaire. Donc, toutes les organisations issues des 13, 14, 15 août qui faisaient le substrat du soutien populaire au mouvement ont été anéanties, balayées, brisées. Et lorsque, en 1969, le 31 décembre, on crée le PCT, pour les éléments avancés de gauche, c'était un instrument qu'il fallait aux progressistes révolutionnaires pour faire avancer la révolution. Mais pour les revanchards, parce que je les appelle les revanchards, parce que tout cela rime à ce qu'on appelait que le pouvoir était au bout du fusil. La défense civile n'existant plus, lorsqu'on a mis en place le comité central du PCT, les forces progressistes n'avaient pas la majorité, ils étaient qu'un tiers qui composait le comité central. Ce qui a fait que toutes les décisions politiques qui se prenaient au niveau du comité central, dans la pratique de l'exécutif, n'aboutissaient pas. Parce que c'est là, au cours de l'année 1970, qu'on a commencé à mettre en place l'oligarchie bureaucratique, militaire, tribale, qui bloquait l'exécution de toutes les mesures qui étaient prises au niveau du comité central. Et c'est cette attitude de blocage, malgré la présence de Diawara, Matumpa, Ikoko, Maxime Debeka, les Momonjo, les Atoni Lekas, les Camille Bongo, les Noumazalai, les Ndala Grai. Mais il y avait un blocage dans l'exécution des résolutions du comité central par cette oligarchie qui était en train de naître dans notre pays. Et comme les éléments avancés progressistes au sein du comité central sont rendus compte, c'est là où, avec l'évolution du processus,
ils ont commencé à se poser des questions. Si les militaires avec lesquels ils s'étaient rassemblés pour continuer le mouvement issu de 13, 14, 15 août étaient effectivement des progressistes, s'ils étaient des révolutionnaires. Et c'est à partir de ces éléments d'analyse que dans le processus historique interviendra en mars 70 le coup d'État de Kinganga. Lorsqu'il y a eu le coup d'État de Kinganga, Jawara était commandant de compagnie au GAP. Et c'est Onji Jawara qui formera l'unité qui est partie à l'assaut de la radio nationale qui était occupée par Kinganga et son commando. Oui, là, je veux montrer les images justement pour nos auditrices, plutôt nos téléspectateurs, parce que c'est important à dire, parce qu'on le voit également à l'image. Nous avons cette image justement où Jawara est en tenue, bon, aux abords de la voie de la révolution à l'époque. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Flashback. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial. Je continue. Ok, donc c'est après les combats, lorsque Kikadidi est neutralisé. Non, Kinganga. Lorsque Kinganga est neutralisé. Non, Kinganga, oui. Lorsque Kinganga est neutralisé, c'est là où on verra apparaître les officiers dits révolutionnaires, entre guillemets, avec des gourmettes aux mains et des chaînettes en or au cou, venir parader devant les caméras de la télévision. C'est comme si eux, ils avaient participé au combat, alors qu'il n'en était rien. Et c'est à la suite du coup d'État de Kinganga que le comité central du parti se réunit, réorganise l'armée. Jawara, qui était le commandant d'une compagnie au niveau du GAP, est élevé au grade du commandant du bataillon d'infanterie. Et Matingu Godefroy, un Saint-Syrien, était le commandant en second du bataillon d'infanterie et Ikoko Jean-Baptiste en était le commissaire politique. Et dans la même foulée, Jawara monte au niveau du parti en devenant d'abord commissaire politique à l'armée, il devient ministre on appelait ça à l'époque ministre du développement rural, oui, et membre du bureau politique. C'est ça. Donc, développement rural. Développement rural, eaux et forêts. Développement rural et comprenait l'agriculture, la pêche, voilà, la construction. C'est ça. Et donc, à partir de à ce moment-là,
lorsque Diawara devient commissaire politique, il entreprend un travail de politisation au niveau des corps de l'armée populaire nationale. Mais lorsque ce travail de politisation de l'armée a atteint un certain stade, on a donc commencé à voir les militaires, surtout ceux issus de l'ancienne défense civile, dans les corps, c'est eux qui faisaient la fonction de commissaire politique. Et on se rappellera de la fameuse boutade historique quand au GAP on a dit Angwabi, si tu avances, nous te suivons. Si tu arrêtes, nous te pointons. Et si tu recules, nous t'abattons. Donc c'est dans cet élan que, voyant l'armée politisée prendre conscience pour le processus révolutionnaire, eh bien, l'oligarchie qui était mise en place a commencé à chuchoter et à vouloir préparer un coup d'État pour, comme il disait, anéantir les brigands qui sont venus de la défense civile, c'est-à-dire les Diawara, les Ikoko, les Matumpa, les Camille Bongo, et les Grailles, les Noumazalaï et les autres camarades véritablement progressistes et révolutionnaires. Mais comme il y avait cette tendance à vouloir les neutraliser, mais les Diawara aussi se sont organisés. Et c'est là où on a commencé des réunions clandestines. On a institué deux groupes, le groupe A et le groupe B. Mais les services de sécurité, par M. Sassou Denis, ont pu infiltrer le réseau. Ils étaient donc au courant de ce que le groupe des révolutionnaires était en train d'envisager pour riposter à l'action que les militaires voulaient organiser contre les éléments progressistes. Et face à cette tendance, le groupe des Diawara, le travail de politisation n'avait pas encore atteint un niveau suffisamment élevé. Il ne s'était propagé qu'au niveau de l'armée, mais au niveau de la population civile, au niveau des quartiers, au niveau de la milice. La milice, comme nous le savons, que le commandant de la milice populaire, c'était Mundele Ngolo. Donc, le travail de politisation n'avait pas atteint un degré élevé qu'on débouche à la contre-attaque, c'est-à-dire à la riposte du 22 février contre le coup d'État qui était en préparation. Avant d'arriver à cette situation de coup d'État, de politisation, il faut parler de l'action. Ce noyau-là dont tu parles avait mené au sein de la jeunesse estudiantine. Parce que nous étions au lycée à cette époque-là, donc à partir de 71, où les gens commençaient à s'organiser. Parce que même au départ, notre grève a été influencée par tes grands. Tu comprends? Donc, je voulais bien que tu parles de l'action, parce que la politisation, elle était là. Étant donné que dans les différents établissements, il y avait des noyaux politiques, et il y avait des actions qui étaient en faveur, justement, des idées que prônaient nos aînés comme Diawara. Oui, mais je suis d'accord.
je suis d'accord dans ce sens que il faut repréciser que c'est après le coup d'État de Kinganga, lorsqu'il y a eu la réorganisation au niveau du parti, mais aussi au niveau de l'État, Matumpampolo se retrouve commissaire politique à Pointe-Noire. Et au niveau des structures civiles, le syndicat était en avant dans le combat aux côtés de la jeunesse, de la GMNR. Qui n'était plus en tant que structure, mais il y avait des éléments ici de la GMNR qui étaient des travailleurs qui ont fait un travail de sensibilisation et de mobilisation. Il y a eu des grèves d'abord à Pointe-Noire. Pointe-Noire a été paralysée par les grèves des dockers, par les travailleurs de la mairie. Et à cette époque, moi, je travaillais à Pointe-Noire. Et parmi les éléments de la jeunesse, donc, qui étaient dans le mouvement, je peux citer, il y a encore un témoin vivant, oculaire, qui a participé, c'est Ndoba Magloire. Et c'est à ce moment que je fais la connaissance de Ndoba, de Satibungu, de Vata, de Baïmessa. Oui, là, ils étaient au lycée, au collège. Oh, ils étaient Magloire était au lycée Victor Ogagneur. Ils étaient au lycée Victor Ogagneur. Avec les Baïmissa, les Swami, qui ont mobilisé la jeunesse en soutien aux grèves des travailleurs et des dockers de Pointe-Noire et de la mairie de Pointe-Noire. À Brazzaville, en 1971, se déclenche la grève des élèves. Et pour l'obimétrie, ils pensaient que toutes ces grèves... C'était le 11 novembre 1971. La date 71, oui, j'étais en 71. Oui, et pour l'obimétrie... 71. 11, oui, en 71. Et l'obimétrie pensait que c'était les Diawara qui étaient à la manœuvre, qui manipulaient ces grèves. Mais ils oubliaient que c'était la conscience qui était montée d'un cran. Lorsque le comité central, face à ces grèves, se réunit, vous vous rappelez toujours le discours de notre président du comité central qui disait ceux qui sont montés trop haut doivent descendre. Ouais. Et c'est là où il y a eu la catastrophe. On a destitué un grand nombre de dirigeants au niveau du comité central et du gouvernement. Et c'est là où l'action de préparation du coup d'État des militaires contre ceux qu'ils appelaient les bandits venus de la défense civile était mise en place. Et le contre-coup, c'était la riposte du 22 février. C'est à partir des mouvements de grève au niveau de Pointe-Noire, des dockers, des travailleurs de la mairie, des élèves du collège et lycée, et au niveau de Brazzaville, avec la grève de l'UGEC de novembre 71, le pouvoir s'est senti ébranlé et a cherché à éliminer les éléments de la gauche révolutionnaire et précipiter leur plan de mise à coup d'État pour
comme il disait, briser les bandits venus de la Djéménère. Et c'est là où la catastrophe est arrivée. Donc les éléments de la gauche avancée ont été écartés des postes qu'ils occupaient, et au niveau du bureau politique et au niveau de l'État. Et c'est dans cette configuration, comme les militaires voulaient en découvrir avec eux, qu'ils ont fait une riposte le 22 février, mais qui malheureusement a été un échec à cause de l'infiltration des services de sécurité et de la manipulation de certains éléments appartenant à la partie nord du pays qui ont tout fait pour que le 22 février soit un échec. Parce que le 22 février, il y a eu la mobilisation que le bataillon d'infanterie que dirigeait Ange Diawara en tant que commandant, avec comme commandant en second Godefroy Matingou et commissaire politique Jean-Baptiste Ikoko. Les restes, que ce soit au niveau de la milice populaire que dirigeait Mundele Ngolo, que du GAP, des blindés, de l'artillerie, tous ont eu la queue entre les jambes en respectant les consignes de sabotage par leurs parents de l'obimitrie. Voilà ce qui a constitué l'échec du 22 février. Oui, donc justement, en tout cas, le coup ne pouvait que réussir si les gens n'avaient pas le sentiment tribal, parce que Benoît Mundele Ngolo, Bongo Camille ont été, si vous voulez, de là. Non, Maître Massengo Tchassé, il ne faut pas oublier un aspect. À l'époque, mouvement révolutionnaire, patriotique et démocratique. Au sein du comité central, la gauche, la véritable gauche, n'avait pas la majorité. Ils étaient qu'un tiers des membres du comité central. Et donc, avec un tiers des membres du comité central, ils ne pouvaient pas avoir la majorité pour mettre Mwabi en difficulté. C'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils n'avaient pas la majorité, ils étaient qu'un tiers des membres du comité central. Ils étaient même à moitié, ils étaient qu'un tiers. Ce qui faisait que sur le plan politique, on ne pouvait pas mettre Marien en difficulté. Bon, Robot, vas-y. Hein. Oui, bon, mais j'attends le signal que je... C'est par où je dois commencer. Non, c'est bon, le signal a été donné. Alors, je vais vous parler de ma grand-mère qui s'appelait Henriette Mayela, qui était du comité de soutien au premier maquis de Goma Tsetse. Ma grand-mère, allant rendre visite au maquisard et en leur apportant quelques vivres, Ange ne savait pas que c'était ma grand-mère. Et ça a duré combien de temps? Je pense que près d'un mois. Et ma grand-mère qui descend à Brazza, qui en parle à sa fille qui était ma mère, que elle faisait partie du comité qui soutenait les fuyards, entre guillemets, à Bamboma. Et c'est à ce moment-là que ma mère lui dira, mais ce dont tu parles, c'est, entre guillemets, c'est les grands frères de ton petit-fils, donc s'agissant de moi. Et donc, rendez-vous sera pris, je me rappellerai toujours un lundi, que je me rende à Goma Tete, que ma grand-mère m'accompagne, m'amène au maquis.
Alors, donc, j'arrive ce lundi chez ma grand-mère, qui me conduit chez Ange, enfin, qui me conduit au maquis. Ma mère étant devant moi, j'étais derrière. Et puis, quand Ange me voit, eh ben, mais elle était d'une surprise, je ne peux le décrire. Et on s'embrasse. Il me pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle était pour moi, la femme qui m'accompagnait. Il dit, c'est ma grand-mère. Et donc, depuis, je suis resté au maquis pendant 3 jours. Et le jour où je devais repartir sur Brazzaville, j'ai eu un entretien avec Ange. Il me dit ceci: tu es venu au maquis, tu as vu les conditions dans lesquelles nous vivons, et tu sais pourquoi nous y sommes, et tu vas partir. Je ne t'oblige pas d'adhérer au mouvement. Mais tu vas y aller, tu vas réfléchir, et puis tu me diras, tu me donneras ta réponse. Moi, je lui dis non. Je ne peux pas attendre, je ne peux pas tergiverser. Je te dis tout simplement, je suis partant. Il faut qu'on fasse quelque chose pour changer les choses. Et pour changer les choses, il faudrait que chacun de nous mette sa part de responsabilité. Et c'est en ce moment-là, il faudra choisir mon nom de code. Et comme au club, il était question qu'on achète un robot et qu'on n'en avait pas acheté, il me dit, au club, on t'appelle le robot, et là, cette fois-ci, donc, ton nom de code sera robot. Et c'est avec ce nom de code que nous avons fonctionné. C'est avec ce nom de code que je faisais la liaison entre le maquis et ceux de Brazzaville. Diawara va envoyer quelqu'un pour dire que ceux qui sont menacés peuvent rentrer au maquis. C'est à ce moment-là que moi, Gansoa et Kango, nous prendrons la décision de rentrer au maquis. Et c'est au pont de Djouari qu'on va nous arrêter. On passe la nuit dans une cabane. Le lendemain, il fallait que celui qui a été trahir vienne faire une sorte d'enquête, voir si nous appartenions au maquis. Effectivement, c'est ce qui sera fait. Le gars viendra dira, ces trois-là sont les membres actifs du maquis. Nous sommes arrêtés, nous sommes bastonnés, et on nous met dans un hélicoptère qui nous amènera à Brazzaville. Et là, quand on arrive à l'état-major, eh ben, il y a des comités d'accueil qui est là. On est bien bastonné et on nous met dans une cellule. On est là, on est resté quelques jours sans vraiment qu'on nous donne à manger. Et puis un soir, il y a Ngouabi qui arrive avec Okabando et un de nos camarades qui aura le courage de dire à Ngouabi, Monsieur le Président, nous sommes encore vivants et ça fait plus de 3 jours, nous n'avons pas mangé. Alors le Ngouabi qui dit, ah, c'est vous qui créez la cité, que le manioc coûte cher et tout cela, on va vous amener à manger. Donc alors on nous amène du pain et des boîtes de conserve, boîtes de sardines, et sans ouvre-boîte. Donc ils croyaient que nous allions manger que du pain sans la boîte de conserve. Effectivement, qu'est-ce qu'on a fait? On les a ouverts avec nos dents. Et on entendait les petits soldats dire, vous avez vu comment ils ouvrent les boîtes? Mais c'est des vrais maquisards, hein? Donc, et nous resterons plus de 2 semaines pour l'enquête. Et c'est un soir que la décision sera prise qu'on nous transfère à la maison d'arrêt. C'est à la maison d'arrêt. Effectivement, là aussi, nous avons été bastonnés où tous ces tribalistes disaient, oh, bango baboui, tobama bango, mais tobama bango kata na kobeta. Donc, et arrivera le jour où on va nous présenter au stade de la Révolution.
C'est-à-dire, la première fois qu'on leur présentait les maquisards, donc c'est nous autres, il y avait moi, Ebundi, et Mokonji Mobé, et Ngantois Marcel, et quelques coopérants, donc les Français qui étaient avec nous. On nous présentera au stade de la Révolution, et les jours qui suivront, ça sera le procès. Donc, nous avons été au procès, et j'ai pris la parole, j'ai dit avec vraiment un courage, je me posais toute la question de savoir et comment j'ai pu faire pour avoir un tel courage, où j'ai même dit pendant mon interrogatoire, j'ai dit ceci: les camarades dont vous parlez, c'est des gens qui ont, pendant leur séjour au maquis, ils ont beaucoup aidé les populations, ils ont créé des cours d'alphabétisation et ils soignaient aussi les paysans. Donc, c'est pas des bandits. Et donc, il faut connaître le courage, parce que s'ils ont fait, tout en étant des fugitifs, mais ils ont aidé la population. Et à la fin du procès, moi, j'ai coopéré 5 ans de prison ferme et interdiction de séjour à Brazzaville. Effectivement, en novembre, il y aura la Missie. Moi, Ngantois et Kango Clément, nous serons mis à la disposition du district de Ngamaba. Et quand on arrive au district de Ngamaba, le chef du district dit: je ne peux pas vous garder ici parce que il n'y a pas, comment je peux dire, les conditions ne sont pas réunies pour que je vous garde ici. Vous devez rentrer chez vous. Ce qui fait que nous repartirons chez nous le même jour. Mais à chaque fois qu'il y avait un mouvement, nous étions les premiers à être arrêtés. Et donc, à un moment donné, je n'en pouvais plus. Je lui ai dit, donc, je devais quitter ce pays. C'est pour cela que je suis parti du Congo en 78. Voilà. Oui, bon, il faut d'abord noter que le district de Ngamaba, c'était pas loin de Brazzaville, c'est l'actuel Ifilou. Oui, c'était, oui. Voilà, Ouais. c'est l'actuel Ifilou pour les gens qui oublient. Même Mayanga, tout ça faisait partie du district de Ngamaba, on appelait ça, dans le Poul. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, je voudrais qu'on revienne quand même sur les conditions de l'arrestation Kankle Bukaka, parce que tout le monde sait que Kankle Bukaka a été arrêté le même jour, le 22 février 1972. Alors là, je vous demande tous les deux, docteur Alex et toi-même, si vous pouvez donner des précisions par rapport aux conditions de son arrestation. Moi, je peux apporter un indice. Ouais. C'est que lorsque on les arrête, et après le passage à l'état-major où ils ont subi toutes les sévices, toutes les violations des droits de l'homme, ils sont conduits à la maison d'arrêt. Et Franklin Bukaka, Itou, qui étaient des civils, les Kimfusia, les Zibot. Et tard dans la nuit, viendra une équipe de l'état-major pour venir les extirper et sans ce qu'on appelle le bulletin de sortie. Et celui qui était à l'époque régisseur de la maison d'arrêt refuse qu'on les embarque. Il dit qu'il me faut un billet de sortie. Et c'est Yombi Joachim Opango, qui était chef d'état-major, qui va établir le billet pour demander la sortie
de Franklin Bukaka, Eli Théophile Itsou, Zibot et Kimfusia. Et ce qui fut fait. Et lorsque le régisseur a vu la note, bon, il les a fait sortir. Mais au lieu de les amener à l'état-major, comme on l'avait dit pour les interrogatoires, on les amène sur la route du Nord. Et arrivé quelque part en rase campagne, mais c'est là où le véhicule s'arrête. Et lorsqu'on fait sortir les 4 détenus, les 2 militaires étant habitués aux manœuvres militaires, ils ont calculé la projection des lumières par le véhicule. Donc, Zibot et Kimfusia passent dans l'ombre et disparaissent. Par contre, les 2 civils, Franklin Bukaka et Eli Théophile Itsou, mais ont été donc zigouillés et on les a enterrés selon les témoignages que l'association M22 avait reçus au cimetière de la Tiémé. Eux aussi. Mais on ne connaît pas exactement l'endroit où se trouve leur reste. Voilà ce que je peux apporter comme témoignage concernant les Franklin Bukaka, Théophile et Eli Itsou, Zibot et Kimfusia. Kimfusia, donc les 2 qui ont pu s'échapper, ont joué de toute leur intelligence en se passer quelquefois pour des fous, quelquefois pour des sans-abri. Le jour, ils se cachaient, la nuit, ils continuaient leur progression jusqu'à ce que Zibot soit repris, alors que Kimfusia a réussi en se cachant ici et là jusqu'à atteindre Bakongo et traverser à Kinshasa. Non, là, le récit de la fuite de Kimfusia, je l'avais bien relaté dans une des émissions. En fait, le même jour, il s'est retrouvé à Yoro, où il a pris les habits il était en lambeau pratiquement. Il est sorti vers Makelekele, vers Makelekele en bas, non loin du Djé, avant le pont du Djé. Il est remonté, c'est là où il s'est caché pendant 3 jours avant qu'il soit amené avec des complicités de certaines personnes sur la route de Linzolo. Et là, après, il a traversé sur Kinshasa. Voilà. En tout cas, oui, mais nous ne sommes pas en contradiction. Hein. Oui, on n'est pas en contradiction. C'est le même jour. Lui, il n'est pas resté 2 jours se cacher. Après la Tiémé, vers la Tiémé, là où il devait se cacher. Et il est allé à par rapport à ça, je peux rajouter quelque chose. Oui. Et ça, c'est lui-même, Kimfusia, qui me le dira. C'est-à-dire, quand on va les sortir de la maison d'arrêt, ils sont dans un véhicule, ils passent par le commissariat de Wenze, prendre quelques pelles, mais s'en suivra un dialogue entre comment je vais dire, ceux qui les avaient sortis de prison. Et c'est à ce moment-là que Kimfusia dira à Franklin Bukaka, ces gens-là sont décidés à nous faire du mal. Mais Franklin Bukaka disait tout simplement non, ils vont nous faire, c'est une intimidation tout simplement, ils vont rien faire. Donc ce qui fait que Franklin Bukaka, il
jusqu'à ce qu'il soit tué, n'était pas sûr que ça se terminerait ainsi. Donc, en conclusion, une pensée déjà pour Patum Pampolo, Élie Théophile Itou et Franklin Bokaka. J'en parle de ces trois, c'est parce que moi aussi j'ai failli subir le même sort. À une semaine du procès, qui s'adresse à bien celui qui était de permanence, comme quoi comment je peux dire, mon rapport n'était pas précis et il fallait qu'il m'amène pour aller m'écouter à l'état-major. C'était un samedi après-midi. N'eût été la vigilance du gardien et ces messieurs m'auraient amené je ne sais où. Et c'était certainement pour aller m'assassiner. Et je dirais tout simplement ceci, dans cette lutte, je suis venu avec des convictions. Je n'ai pas fait un certain Pierre Nzé. Moi, je suis un homme de conviction. Je resterai toujours un homme de conviction. Et ce combat, j'irai jusqu'au mon dernier souffle. Et je remercie tous ceux qui ont eu cette gentillesse de suivre et de comprendre ce que le M22. Et en terminant, je vous dis ceci, je vous demande, je vous prie de vous procurer le document d'autocritique du M22, qui est plus ou moins l'acte de naissance du M22. Vive la lutte, vive le combat, Ingeta, Ingeta. Merci. Mon cher aîné, tu as l'image de Paco derrière toi. Qu'est-ce que ça représente le 21 mars prochain, après le séjour maladroit de Macron au Congo? Nous allons commémorer le 2e anniversaire de la mort par empoisonnement de Guy Brice Parfait Kolela. Alors c'est très intéressant pour nous également d'évoquer sa mémoire et surtout de parler plus tard de son œuvre lorsque le 21 mars va arriver. Et je me rappellerai toujours ce que pour notre procès, le maquis de Goma Tete, nous avons été défendus par un éminent avocat qu'on appelle Maître Henri Leclerc. Je me rappellerai, il nous rendra visite à la maison d'arrêt. Et quand il apprendra la mort de Henri Diawara, eh bien, il avait une cigarette dans sa bouche, elle est tombée. Et il nous a dit ceci, il vous faudra encore 20 ans pour que vous ayez un tel leader. Et ça a duré très très longtemps. On fait le calcul, de 73 à 2021, ça nous fait combien d'années? Paco, j'en parle parce que je connaissais la personne. 48 ans. Le seul, pour une première fois au Congo, qu'un candidat à l'élection présidentielle puisse trouver la mort dans de telles conditions. Et il a laissé un testament. Et c'est qui dans un lit de mort, qu'il laisse un message qui n'a pas de haine, où il dit ceci, battez-vous, serez quelqu'un d'autre, et passerait son temps à fustiger le pouvoir, mais il ne l'a pas fait. Il a demandé aux gens seulement de se battre. Et ce que je demande en ce moment précis aux Congolais, de se lever. Parce que pour libérer ce pays, il n'y a que nous, pas quelqu'un d'autre qui viendra libérer le Congo. C'est à nous de nous impliquer dans cette lutte. Voilà. En tout cas, merci d'avoir donné cette précision. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont dans le brouillard. Et nous le disons simplement parce que les gens n'ont pas une maturité politique. Vous voyez, Macron va arriver à Brazzaville, et même s'il passe pas la nuit là-bas, il sera accueilli à l'aéroport par le Premier ministre et il sera reçu au Palais du Parlement par le président autoproclamé Sassou Nguesso. Il sera reçu donc au Palais du Peuple. Et puis, il va probablement déposer une gerbe de fleurs à la place Félix Éboué, au stade Éboué, comme vous connaissez. Il y aura la signature des accords entre la France et le Congo. Nous ne connaissons pas les accords et nous pensons que, je ne sais pas si la réception de ces fameux opposants
si c'est celui qui est désigné, c'est-à-dire Satima Biala, on ne s'attendra à rien. Nous avons suggéré ceci. S'il y a des accords, les premiers accords qui sont valables pour nous, qui vont aider également la France et l'Europe, c'est le gaz du Congo qui est brûlé depuis quarantaine d'années. Parce que moi, je me souviens bien, vers Ngeno, il y avait pratiquement ce qu'on appelait la flamme éternelle, puisqu'il y avait le gaz qui était brûlé. Bon, ce gaz qui est brûlé n'est pas vendu. Nous demandons à ce que France puisse acheter ce gaz sous forme de troc. Pas question de donner l'argent à un régime tyrannique qui gaspille l'argent. Nous avons vu dans les réseaux sociaux l'argent qu'on a retrouvé, ce sont des milliards. Alors, parce que tout le monde a thésaurisé l'argent. Donc, ils ont de l'argent partout. Cachent de l'argent partout. Le Congo, ce n'est pas un pays qui manque de moyens, qui manque d'argent. Je pense que ces accords. Moi j'ai déjà vu. Il y a déjà des numéros privés qui m'appellent. Ils vont sentir que vous travaillez. Voilà. L'original, ça les arrange. Donne chez moi. Il faut nous garder la copie pour la plupart. L'original, on laisse sur le directeur général. Après la grande, voilà, c'est le bien dit. Monsieur DG, pour une information, vous aurez les coups de fil de la CNPC. Déjà? Bon. Mais c'est une saison. Bon, pourquoi vous êtes allé laisser le sac là dans les bagages du Rwandais? Non, en fait, on est venu avec des copies. C'est pas comme ça. Ça, c'est pour vous avez dit. Ouvrez aussi, ouvrez. Sortez tout ce qui est à l'intérieur. C'est tout ce que vous avez comme argent. Ça fait combien de millions? Oui, voilà la déclaration. Non, c'est pas ça. Voilà la déclaration. Il faut filmer. J'ai besoin de vos talents. Prends la photo. Les talents de bagages qui ne sont pas arrivés. Donnez-moi les talents de bagages qui ne sont pas arrivés. Est-ce qu'il n'avait pas bagage? Quel bagage? Il n'a pas bagage. Vous étiez en train d'attendre les bagages. Les talons là sont où? Montrez-moi les talons. C'est le dirham. Les bagages qui ne sont pas arrivés, les talons sont où? Non, je regardais sur nous. Excusez, vous avez pour, c'est une question, vous avez pour base, votre terminal, c'est le Congo-Brazzaville, c'est ça? Vous êtes des Togolais ou des Béninois? Béninois. Pourquoi il y a eu le circuit Cotonou, Lomé, Addis, Brazzaville, alors que Lomé et Brazzaville, c'est des rôles directs. Lomé et Brazzaville. Oui. Bon, je vais vous expliquer. Ça fait quoi On devait quitter Lomé pour Brazzaville, mais on n'a pas vu un vol direct. Pour nous, pas de sens si on n'arrive pas au système de troc. Ce n'est pas des accords qui vont encore renflouer les caisses des voleurs. Et ça, nous mettons en garde la France. Ce n'est pas la peine qu'ils aillent donner de l'argent à un tyran justement qui va continuer la répression, qui va s'acheter les armes, qui va retourner. Je pense que tu as peut-être un mot à dire aussi sur ça, parce qu'on va terminer sur ce mot. Je dirais tout simple, oui, oui. Moi, je veux dire tout simplement, j'ai vu une vidéo, une photo. Bah, c'est pas tout ça où j'en étais, avec cette, il y a Satima Biala et ses compagnons qui ont été reçus par l'ambassadeur de France. Moi, je dis tout simplement, ces gens-là, donc je demanderai aux Congolais de faire de telle sorte que Macron sache que effectivement Sassou n'est pas aimé des Congolais et Sassou il est là tout simplement pour sa famille, pour son clan. Voilà.
revoir donc. Merci, maître. Puis bon. Ok. Allez, à bientôt. À la prochaine. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Mwana wake kolomboka koma mopaya totekiboka na babaya Nzambe. Mwana wake kolomboka koma mopaya totekiboka na babaya Nzambe. Mwana Kongo akomi mopaya na mboka na ye ekomi lokola ntango ya bankoko bateka bana na bowumbu mpo na mungwa sikoyo totekisi mboka mpo na mbongo. Mwana wake kolomboka koma mopaya toteki mboka na babaya Nzambe. Mwana wake kolomboka koma mopaya tokabi mboka na babaya Nzambe. Eza kosalanga pasi yo mama wogo pote kapitale ekomi ya bapaya koba mokolo ya yesipi akoma mopaya mwana Kongo akoma nde mongamba. Mwana wake kolomboka koma mopaya toteki mboka na babaya Nzambe. Mwana wake kolomboka koma mopaya tokabi mboka na babaya Nzambe. Basilisi koteka karte ya potopoto arrondissement 3 ekomi ya bapaya babandi lisusu koteka karte ya bakongo arrondissement 2 ekozala mpe ya bapaya. Mwana wake kolomboka koma mopaya toteki mboka na babaya Nzambe. Mwana wake kolomboka koma mopaya tokabi mboka na babaya Nzambe. Eza nango xénophobie te kasi tosenge na bapropriétaire foncier to baheritier okoki koteka lopango na mopaya kasi koteka quartier mobima na bapaya te po ete nsima nango ebalukaka mpe ekomaka kesu ndakisa ya barbeso na Paris quartier incontrôlé par les stations de l'or. Mwana wake kolomboka koma mopaya toteki mboka na babaya Nzambe. Tosengi na monsieur le maire afungola miso soki tokebi te kapitale ekobeba ekokoma lokola bariso na poto quartier mobimba ya Barbès ekoma ya bapaya. Mwana wake kolomboka koma mopaya toteki mboka na babaya Nzambe. Mwana wake kolomboka koma mopaya tokabi mboka na babaya Nzambe. Droit de l'homme tika tosakola toza koteya moso tozali kokanisa. Droit de l'homme c'est la liberté d'opinion. Droit de l'homme c'est la vérité. Maître Masengo Diassé Forum FM 105.8. Bien patient. Forum FM 105.8. Droit de l'homme tika tosakola toza koteya moso tozali kokanisa. Droit de l'homme c'est la liberté d'opinion.
Makeba héritier. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8.